podcast This is my ride de Argon 18 consacré aux histoires de vélo. Mon nom est Amélie Crête et je serai votre hôte aujourd'hui. Mon invité Alex Sereno est mon entraîneur en fait. Puis on va parler de vélo, de café, entrepreneuriat, de triathlon ensemble. Alors bonne écoute. Et ça commence maintenant. D'abord, comme j'ai dit, mon nom est Amélie Crête, triathlète professionnelle, olympienne de Rio en 2016 et je m'entraîne présentement pour aller aux prochains Jeux à Tokyo en 2021, on espère. Je roule avec Argon depuis maintenant, en fait, c'est ma deuxième année sur Argon 18. Puis cette année, je vais rouler le Gallium Pro dans mes courses. Parce que j'aime la versatilité du vélo. Il va vite en montant, en grimpant, en descendant et sur le plat aussi. Donc, c'est un vélo qui peut faire un peu de tout. Et puis, je vais rouler aussi le Dark Matter à l'entraînement pour explorer des routes un peu moins populaires. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais recevoir mon entraîneur Alex Sereno. Je suis coachée par Alex depuis presque 3 ans maintenant. Alex, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir de jazzer, Amélie. Est-ce que, Alex, tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui nous écoutent? Oui. C'est ça, Alex Sereno. Je suis entraîneur depuis 1992. Là. Fait que ça vous donne une idée de mon âge. Je proviens du merveilleux monde de la natation, puis j'ai migré au triathlon en 98. Je tombe en amour avec ce sport-là, initialement parce que j'entraînais surtout du marathon aquatique vers la fin de ma carrière d'entraîneur de natation. Et puis, ça a amené des triathlètes à venir parfaire un peu leur savoir-faire en eau libre. Puis, j'ai découvert une épreuve qui était un bon fit pour moi. J'aime le profil physiologique de ce type d'épreuve-là d'endurance. J'aime le fait qu'il y avait de la natation, bien entendu, puis que c'est le premier sport entre les trois. Fait que plein de composantes qui ont fait en sorte que je suis tombé en amour, puis j'ai migré vers le triathlon en 98 pour continuer à entraîner depuis ce temps-là. J'ai eu une petite pause parce que je suis en affaires avec une entreprise qui s'appelle Café Barista, qui est un micro-torréfacteur spécialisé en espresso italien fait au Québec. Donc, j'ai eu une petite pause de 2006 à 2011 parce que j'étais en train de bâtir la marque. Et puis, je suis revenu au coaching avec un projet en 2011 pour la campagne olympique de 2012 avec une autre triathlète québécoise du nom de Cathy Tremblay qui s'est conclue avec les Jeux de Londres, qui fut une super belle expérience. Donc, ça m'a remis dans le bain. Puis, j'ai décidé de me réinvestir un petit peu dans le coaching parce que l'entreprise était très positionnée dans le sport. On pouvait se le permettre aussi. J'avais un petit peu de temps de libre. Donc, j'ai bâti une petite équipe au fil du temps. Et c'est grâce à cette petite équipe-là qui portait les couleurs de Barista. Et d'ailleurs, avec qui j'ai commencé à travailler avec Argon, avec ce projet-là. Donc, mes jeunes à l'époque, des juniors, ont profité d'un super sport de Argon. Et c'est là que je suis tombé sur une merveilleuse athlète du nom d'Amélie Crête, que j'ai connue par l'entremise d'un très bon ami à moi qui entraînait le centre régional à Guelph, Craig Taylor. Parce que Craig a été vraiment une personne très importante justement dans ma campagne de 2011-2012. Donc, j'ai fait appel à ses services beaucoup. Et c'était un peu ma façon de redonner quand lui, il partait sa campagne en prévision de 2016. Fait que, longue histoire courte, je suis tombé sur une jeune athlète très, très dédiée, très, très dédiée, c'est-à-dire qui avait du feu dans les yeux. Puis, cette athlète-là, c'est Amélie. Donc, je pense qu'on s'est liés d'amitié très tôt. Et ça a fini par il y a 3 ans, par concrétiser un projet qui est pas mal similaire les deux, parce que les deux, je pense qu'on a chacun un olympique à notre actif, puis les deux, on aimerait en avoir un deuxième. Mais surtout, je pense que les deux, on veut démontrer qu'on peut faire encore mieux. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que c'est une bonne introduction, ça. Oui,
une longue courte introduction de toi, Ouais. mais il y a aussi des choses qu'on va revisiter parce que j'ai quelques questions pour toi. Je pense que c'est cool qu'on puisse se parler comme ça. On se parle très souvent, Ouais. à tous les jours, mais on n'a jamais vraiment la chance de discuter un peu de ton background, de ton parcours en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que businessman, puis aussi en tant qu'athlète, hein, parce que moi, en fait, je voulais commencer par ça. Toi, Alex, t'as été, parce qu'on n'en parle jamais, mais tu as été un Ouais. bon nageur avant de commencer Ouais. à coacher. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce background-là que tu as en natation? Oui, quand j'ai commencé je dirais pas mon âge, mais j'ai nagé dans les années 80. Fait que j'ai nagé à une époque vraiment super intéressante. Puis oui, j'ai nagé jusqu'au niveau national, là, des essais olympiques en 92, je pense. Fait que, euh, fait que j'ai vraiment un bon bagage de natation à mon actif. J'étais pas du niveau où toi tu te trouves, Amélie. Donc, j'avais pas les outils, je pense, pour faire la prochaine étape, c'est de l'international. Euh, Par contre, comme je suis tombé dans le coaching très, très jeune, ben, ça a été ma façon de rester impliqué dans un sport que j'adorais et d'en découvrir un autre. Fait que très vite, j'ai commencé à coacher pendant que je finissais de nager. Je pense que j'avais comme 18 ans. Fait que c'est ça. Fait que mon background athlétique fait en sorte que je suis capable de comprendre ce que vivent les athlètes. Là. Je suis capable de me mettre à leur place. Comme je te dis, j'ai nagé dans les années 80, fait que c'est des années où est-ce qu'on nageait beaucoup, mais vraiment beaucoup de kilométrage. Fait que c'est peut-être un petit peu pour ça que je suis tombé un peu en amour avec ce sport-là d'endurance, le marathon aquatique. J'ai toujours eu une propension pour les sports très difficiles de longue durée. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime la natation, mais j'aime aussi le vélo, la course à pied de fond. Ouais. C'est des sports qui sont tough, puis je respecte énormément le travail qui est fait par les athlètes qui pratiquent ces sports-là. OK, cool. Puis en fait, c'est quoi à cet âge-là que tu t'es attiré vers le coaching? Qu'est-ce que tu as vu dans le coaching? Qu'est-ce que tu voyais que tu peux apporter de plus, que tu as développé plus en tant que personne en coaching qu'en tant qu'athlète? Ben, c'est drôle parce que j'ai commencé à entraîner un club de la ville de Montréal. Fait que c'est un club vraiment régional. Puis j'ai pogné la piqûre rapidement. Puis je pense que la raison pourquoi c'est super simple, c'est quand tu es un jeune coach, tu te dis, je vais faire, je vais faire toutes les choses que j'aurais pu faire mieux en tant qu'athlète. Fait que tu as un peu cette naïveté-là qui est super intéressante, là. Puis qu'éventuellement, je pense que ça reste. Tu veux, en tant qu'entraîneur, trouver les petites choses qui auraient fait que peut-être toi, tu aurais pu réussir ou des gens que tu as côtoyés auraient pu réussir. Fait que moi, cette approche-là, j'ai vraiment. Je pense que c'est ça qui m'a donné la piqûre. Mais ce qui m'a donné vraiment la piqûre, c'était d'enseigner. Puis, je ne suis pas un enseignant, là, je ne suis pas un professeur, mais ce que j'aime beaucoup du coaching, c'est cette portion-là de transmettre le savoir. En tout cas, du mieux que je suis capable. Là, je veux dire, c'est pas. Puis on va se dire, là, je ne suis peut-être pas le plus grand pédagogue, mais je pense que je suis capable de transmettre certaines choses quand le fit est bon avec certains athlètes, comme avec toi. Là. OK. Puis, ça a été quoi, surtout dans tes débuts, ton plus gros challenge, ton plus gros défi en tant qu'entraîneur? Ah, tu poses des bonnes questions, hein? Je suis préparée. Oui, clairement. Je ne sais pas si c'est un défi, mais je pense que le plus gros défi, c'est vraiment tu réalises très vite que tu ne sais pas. Puis c'est drôle, là, parce que j'ai fait un podcast avec un ami à moi récemment, un entraîneur qui était un de mes assistants entraîneurs quand j'étais de l'Art des Homos. Puis au début, là, tu sais vraiment pas, fait que c'est très insécurisant. Puis je pense que c'est pour ça que le mentorship est très important dans cette partie-là de ta carrière. Puis moi, j'ai été super choyé. Je suis tombé sur un mentor très, très jeune, un des plus grands entraîneurs de la natation, là, un dénommé Pierre Lafontaine, qui coach encore aujourd'hui, qui a été à la tête de la natation au Canada, qui a été en Australie, qui a plusieurs médailles olympiques. Fait que moi, j'ai été très choyé de pouvoir compter dans mes premières années sur l'expertise d'un entraîneur qui a vraiment m'a donné tout le maximum de ces connaissances-là pour pouvoir démarrer ma carrière. Fait que ça m'a comme, je pense, ça a assis
les balises de ma fondation en tant qu'entraîneur. Puis après ça, ça m'a appris à apprendre à être un coach. Donc, à aller chercher d'autres outils de d'autres entraîneurs. Moi, je suis un très grand fan de demander à tout le monde ce qu'ils font. Tu sais, moi, je suis vraiment un fan du craft, de coaching, puis je suis un fan de... J'adore parler avec d'autres coachs, puis savoir qu'est-ce qu'ils font, eux. Puis c'est comme ça que j'ai bâti un petit peu mon coaching, tu sais. Ouais, je trouve ça cool parce que je pense que surtout dans le monde du coaching, il y a souvent beaucoup d'ego. Puis toi, t'es pas quelqu'un qui a un ego de ce côté-là. Tu es capable d'aller chercher le meilleur d'un peu de tous les coachs autour de toi que tu connais, puis essayer de toujours apprendre sur le sport puis sur le coaching. Puis je trouve ça cool de toi, en fait. Puis ça m'amène à une autre question. C'est quoi, en fait, qui fait de toi un bon coach? Ça serait cliché de dire la passion, parce que, tu sais, il faut que tu sois allumé par ça. C'est un métier qui est très, très exigeant. C'est très demandant. Il y a beaucoup de up, beaucoup de down, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup, beaucoup. Puis je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai bâti mon entreprise au fil du temps, parce que j'avais pas une si grande tolérance au risque, dans le sens que, tu sais, d'asseoir ma carrière là-dessus, je trouvais que je trouvais ça périlleux un peu, tu sais, puis je voulais pas vraiment déménager d'un pays à l'autre, tout ça. Fait que je me disais peut-être que je vais trouver une bonne façon de faire les deux. Mais ça revient toujours à cette passion-là. Tu sais, moi, du coaching, j'en mange, là. J'adore ça vraiment. Fait que c'est dur de décrire ce sentiment-là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je le sais aussi, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis qu'on travaille ensemble, puis j'ai rarement fait, dans tous les autres entraîneurs que j'ai eus, oui, ils étaient passionnés, mais j'ai rarement eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était aussi passionné que toi par le coaching, par le sport, puis aussi par le cheminement de l'athlète. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment cool de voir ça. Puis, on va revenir vers, on va discuter aussi de barista éventuellement, là, mais j'ai encore quelques questions pour toi par rapport au coaching. Oui. En fait, c'est pour le coaching, on sait que c'est pas, c'est là qu'on va faire la transition vers barista, mais c'est pas un job qui est très payant. C'est comme tu dis, c'est un job qui a beaucoup de risques. Puis toi, tu étais un coach de natation à la base. Est-ce que tu as changé de la natation au triathlon parce que tu voyais qu'il y avait peut-être plus d'ouverture, plus de chances de faire carrière en triathlon comme coach, ou c'est juste parce que tu étais un peu saturé de la natation, tu avais besoin de nouveaux défis? Qu'est-ce qui a fait cette transition-là de la natation au triathlon? Ben, tu sais, ce qui est le fun de la natation, c'est que c'est un sport qui a beaucoup d'histoire, qui a des infrastructures. Tu sais, moi, je travaillais pour un club, j'avais un salaire, tu sais, fait que je gagnais déjà très jeune ma vie, puis j'aurais probablement pu continuer à gagner ma vie quand même de façon, tu sais, très intéressante, parce qu'en natation, tu sais, il y a beaucoup de clubs, donc, tu sais, il y a de la job, tout ça. Mais ce cadre-là, ça fitait pas, je pense, ma personnalité. Puis, tu sais, moi, j'ai une personnalité un peu particulière dans le sens que je veux avoir le contrôle de tout ce que je fais dans la vie. Fait que le triathlon, ben, outre le fait que je trouvais le sport intéressant, ce que j'aimais du triathlon, c'est que, surtout en 98, ça allait devenir un sport olympique en 2000. Fait que c'était comme, OK, tout est comme à créer, tout est à faire, tout est, tu sais, il y a tout le, on va comme créer quelque chose. Puis, en contrepartie, ben, vu qu'il n'y a pas d'infrastructure, ben, il va falloir que je me casse la tête pour trouver comment je vais gagner ma vie à travers ça. Puis je pense que c'est là que la composante entrepreneuriat est rentrée en ligne de compte. C'est là que j'ai dit, je vais pouvoir marier les deux choses que j'aime, le coaching puis l'entrepreneuriat. Il va falloir que je me trouve une façon de générer des revenus pour pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, qui est coacher. Fait que, je pense que c'est la raison pourquoi j'ai fait la transition vers ce sport-là. Oui. Puis tu parles tu as fait la transition aussi vers l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est pas une chose dont tu as parlé beaucoup dans tes autres entrevues. C'est qu'avant de rentrer dans le café, toi, tu as fait un cours de massothérapie, tu t'étais parti une petite business en plus du coaching. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça?
Ouais, j'ai eu, tu sais, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales, mettons, puis je pense que c'est dans mon ADN parce que je pense que ma première entreprise, j'étais en secondaire 5. Fait que, tu sais, mon ami puis moi, on vendait du linge, tu sais, de sport, d'une boutique. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu cette fibre-là, j'ai toujours eu cette fibre d'entreprendre. Puis là, quand je me suis ramassé à, OK, là, j'ai plus vraiment de salaire, puis, tu sais, je coach un nouveau sport, j'ai pas vraiment de club encore, ben je me suis dit, OK, je vais mettre à profit ce que je sais, là, tu sais, ce que je suis capable de faire, c'est donc coacher. Puis je vais développer un genre de formule tout inclus de personal coaching. Fait que j'ai développé une petite entreprise qui faisait qui donnait des entraînements, soit à la maison ou en groupe avec ce qu'on faisait à l'époque en natation, c'est du dryland, dans des élastiques, des ballons, puis tout ça. Et par l'entremise de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une formation en massothérapie d'1 an pendant que je coachais. Parce que j'avais un intérêt vers la thérapie manuelle, je trouve ça tellement pertinent. Aujourd'hui, je ne serais jamais capable de faire ça parce que ça fait mal partout, mais c'est une des choses qui m'a fait très vite réaliser l'importance d'une équipe IST Mhm. autour d'un athlète. Parce que sans ça, tu es probablement voué à l'échec. Tu peux pas développer un athlète de haut niveau sans une équipe de gens compétents qui ont des champs d'expertise hyper pointilleuses. Puis là, on vient de nommer la massothérapie parce que je pense que c'est super important pour le recovery, la prévention des blessures. Mais nous, on a un super physio Oui. qui nous aide aussi avec la préparation physique, là, Stéphane Lamy de Kinetex. Puis c'est un élément clé dans notre préparation. Sans Tellement. Stéphane, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est là, tu sais. Non. Puis au cours en cours de route, on a bâti une équipe autour de toi, là, parce que je prends Mhm. l'exemple actuel, là, avec Dominique, qui est aussi qui est un peu notre physiologiste, puis qui nous a aidé au début avec la préparation physique, qui fait beaucoup de notre testing. T'sais, on a bâti une équipe, puis ça, très tôt, je l'ai comme compris, ça. Puis écoute, j'ai pas de. Je veux dire, je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai comme compris l'importance d'avoir tout ce monde-là. Fait que Ouais. j'avais comme à l'époque, tu sais, bon, moi, je fais un peu je faisais de la masso. En plus, j'avais une certification, fait que c'était parfait. Mais j'avais un ami qui était chiropraticien, qui nous aidait beaucoup. Fait que j'ai toujours eu cette approche-là. Fait que la masso est venue un peu s'inscrire là-dedans. Puis comme j'avais besoin de générer des revenus, ben, j'ai loué du temps dans une clinique d'un ami. Puis, tu sais, j'offrais des services en même temps de massothérapie, qui est très, très difficile, là. C'est très demandant comme métier, on Mhm. s'entend, là. Fait que j'ai fait ça, le temps de bâtir tranquillement, pas vite, mon infrastructure de club à Dollars des Ormeaux, grâce à un bon ami à moi qui coach encore là-bas, le Marc Baudry, qui est un Oui. super coach de natation. Fait que Et j'ai un comme très ça. grand cycliste aussi maintenant. Il est un très grand cycliste, Mhm. absolument. Marc Mazan, il pédale en tabarouette, Marc. Fait Mhm. que, puis c'est ça, fait que j'ai bâti ça en cours de route, pour me permettre de pouvoir faire ce que j'aime, comme je disais, coacher. Puis éventuellement, ben, on avait un club, fait que c'est devenu un peu plus le focus sur le club, là, si tu veux. Ouais, c'est cool parce que, tu sais, oui, c'est un sport individuel en natation ou le triathlon, mais tu te rends compte de l'importance de l'équipe derrière l'athlète, les Mhm. thérapeutes, les commanditaires, le coach, la Ah famille. oui. C'est difficile. En fait, c'est impossible à faire seul. Là. On a vraiment besoin d'un. Quand ils disent que ça prend un village, là, ça prend un village vraiment Ouais, pour amener quelqu'un au ouais, plus haut niveau dans le sport. Là. ouais. OK. Puis, qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui t'attire avec. C'est beaucoup. C'est un peu comme moi, là, ton focus est beaucoup sur les Olympiques. Euh, Mhm. Pourquoi tu as ce focus-là sur les Olympiques? Mhm. Qu'est-ce qui fait que les Olympiques sont si spéciales pour toi? Le défi des Olympiques, il est tellement plus grand que tous les autres. Tu sais, les championnats du monde, parce que souvent, tu as les championnats du monde chaque année. C'est d'être capable d'enligner tout, mais absolument tout, à l'année X. Puis cette année X, là, elle arrive comme aux 4 ans. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tellement d'impondérants dans 4 ans. Il se passe tellement de choses, des blessures, tu sais, comme, il y a tellement de choses. Mais il faut que tu réussisses à trouver la façon, dans ces 4 ans-là, d'arriver à l'année 4, non seulement te sélectionner, qui est déjà un défi de taille, là, c'est devrait être tellement difficile de te sélectionner pour les Jeux, mais après ça, de te préparer pour livrer une performance à ces Jeux-là. Fait que je trouve que c'est comme, selon moi, là, c'est comme l'ultime défi. Et probablement à cause de la durée de temps, parce que c'est une fois aux 4 ans. Ouais. Ouais, je suis d'accord parce que c'est une course qui arrive une fois aux 4 ans, mais quand tu prends du recul un peu et tu regardes ça,
regardes les gens qui sont sur la ligne de départ aux Olympiques, c'est les mêmes filles que tu Ben oui. à tous les ans, même si souvent il y en a moins parce qu'il y a une certaine limite par pays, mais c'est juste que tout autour est 3 ou 4 fois plus important vu que c'est des Olympiques, puis ça arrive une fois aux 4 ans, puis c'est vrai que c'est un gros défi de pouvoir performer une journée X à chaque 4 ans. Cool. Ben, en fait, j'aimerais ça qu'on fasse une transition un peu vers la business, le café. Toi, t'es cofondateur de Café Barista. Puis je pense que c'est quand même le café et le vélo, c'est quand même ce jume, ça se dit ça? Ouais. Ben, s'agence, je vais dire ça comme ça. S'agence très bien. Je pense qu'il y a une belle culture de café autour du cyclisme, du triathlon aussi, mais beaucoup de cyclistes. J'aimerais ça qu'on parle un peu de barista puis du café. En fait, moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le café au tout début de Café Barista? Ben, à vrai dire, la réponse est simple. Hein? Je cherchais, encore une fois, un modèle d'affaires. Je cherchais une idée de business pour pouvoir comme assurer mon avenir. Puis, c'est circonstanciel. Mon meilleur ami d'enfance était dans le café. Et il a vendu ses parts de sa première entreprise de café, mais il possédait énormément, il avait acquis beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, puis il voyait le potentiel pour cette industrie-là, l'industrie du breuvage spécialisé, là, qui maintenant compte pas juste le café, il compte la microbrasserie, le vin, les spiritueux. Fait qu'il voyait cette opportunité-là. Fait que c'était comme un concours de circonstances heureux où deux amis d'enfance pouvaient faire un projet ensemble. Fait que, ça a démarré un peu comme ça, puis c'est vraiment démarré à l'arraché, là, on s'entend, là, on a démarré dans un marché aux puces, on n'avait pas de sous, avec une table, une vieille machine espresso rafistolée, des étagères, puis de là, on a tranquillement pas vite bâti un peu d'argent pour pouvoir acheter nos premiers sacs de café vert, qu'on allait chercher au port de Montréal avec nos vieilles autos, puis on les ramenait dans le sous-sol de chez Enrico, puis là, on faisait nos mélanges dans son sous-sol, puis là, on mettait ça dans des bacs de 30 kilos qu'on remontait, puis qu'on mettait dans l'auto, puis qu'on amenait faire torréfier chez un gars qui était super cool, qui nous permettait de torréfier selon nos spécificités, là, nos profils de torréfaction. Puis là, on allait chercher le café qui était torréfié, on le ramenait dans le sous-sol, puis là, on l'emballait dans des sacs, puis moi, j'allais sur la route vendre ça. C'était vraiment là comme ardu, très, très ardu, mais c'est quand même, c'était cool, c'était un projet de deux chums, puis tranquillement, pas vite, on est passé du sous-sol à éventuellement un endroit, un lieu d'affaires pour éventuellement faire l'acquisition d'un torréfacteur, pour éventuellement comme commencer à bâtir la marque qui, 17 ans plus tard, aujourd'hui, je pense je pense qu'il y a comme pas mal de traction au Québec. Je pense que les gens reconnaissent de plus en plus la marque. Puis on a une super belle communauté. Fait que je suis pas mal fier de ce cheminement-là. Ouais, je suis un peu biaisée, mais je pense que vous êtes pas mal la référence au Québec en termes de micro-torréfacteurs, puis ce que vous faites aussi sur Internet, votre brand, le monde vient vous acheter des t-shirts qui est écrit barista dessus, puis je pense que c'est ça, vous êtes vraiment rendu un peu la référence au café au Québec, là, si je peux me permettre. Puis tu dis que ça a été comme vraiment long comme processus, ça a été vraiment difficile. Je pense que vous avez fait même porte à porte quasiment au début. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez continué dans ces moments-là, comme continuer à persévérer? Est-ce que vous étiez comme tellement convaincu que ça allait bien fonctionner que vous n'êtes jamais posé de questions, ou qu'est-ce qui vous a fait que vous avez continué à... C'est une bonne question, Amélie. Je pense que je fais souvent le parallèle entre le monde du coaching de haut niveau puis l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de similitudes. Puis je pense que dès le départ, nous, on avait un objectif. On voulait développer une marque. Puis développer une marque, peu importe les moyens, là, surtout quand tu n'as pas de moyens, c'est un défi quand même de taille. Fait qu'il faut vraiment que tu te casses la tête pour trouver des façons de contrer à tes limitations. Dans ce cas-ci, nous autres, c'est financier, on s'entend, là. Fait que pour moi, c'était comme dire, OK, ben, mon objectif, c'est les jeux. Parfait. C'est à telle date. Parfait. OK, comment, là, on a fait comme un peu comme on fait une périodisation. On a comme périodisé à l'envers, puis on a bâti une stratégie jusqu'à la journée 1, des choses qu'on devrait essayer de faire pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Une marque qui est reconnue, puis c'est une marque qui est très
qui a une empreinte, je pense qu'il y a une empreinte importante sur le web parce que c'est le vecteur qu'on a utilisé depuis 10 ans de prédilection, Ouais. puis qui nous rend justice. Puis c'est d'ailleurs là où, comme qu'on a développé des belles communautés sur les médias sociaux qui sont des super fans, mais vraiment, l'idée, c'était vraiment ça initialement, c'était de voir ça comme, OK, le défi, il va être tellement gros, il va être aussi gros que si on veut aller au jeu, mais je pense que c'est aussi ça qui nous a vraiment comme excités, puis qui nous a drivé à faire tous les sacrifices et les efforts qu'on a fait dans ces 17 années-là pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, par exemple. Ouais. Puis ça m'amène, en fait, tu m'as un peu volé ma prochaine question. Il y a un beau parallèle entre le coaching et l'entrepreneuriat, je pense. Justement, à ce niveau-là, de se fixer un objectif, puis un processus clair du départ jusqu'à l'objectif final. Fait que c'est cool qu'il y ait ça dans le coaching et aussi en entrepreneuriat. Là. Puis c'est drôle parce que quand je parle à des coachs, souvent, ou des amis entraîneurs, je dis, si vous saviez, les gars, comment vous avez naturellement le skill set pour être entrepreneur, là, vous êtes habitués de fixer des objectifs tellement élevés, vous êtes obligés de faire un plan. Puis grâce à ce plan-là, puis tu sais, c'est vraiment ça, hein? Tu sais, on fait un plan quadriennal, on fait un plan annuel, on coupe ça dans des phases, des macros, des mésos, des micros, jusqu'à la session, jusqu'à la série. Tu sais, on coupe ça en micro-fractions de morceaux jusqu'à la longueur. Puis la raison pourquoi, c'est pour être sûr d'avoir le plus possible le roadmap pour arriver où ce qu'on veut, mais grâce à ça, étant donné qu'on est bon à planifier, ça nous donne aussi l'avantage de pouvoir changer notre plan. Parce qu'on se dit, OK, on a ce plan-là, mais la beauté de planifier, c'est d'être capable de pouvoir t'adapter. Fait que là, c'est pas grave s'il y a une blessure, c'est pas grave s'il y a un échec, c'est vraiment pas grave parce qu'on a comme dessiné le plan et on est capable de le changer grâce à ça. Ouais. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je suis comme entrepreneur. C'est comme ça que je suis comme entraîneur, tu le sais. Là. Oui. Puis c'est ça qu'il faut aussi, tu sais, parce que en triathlon ou dans n'importe quel sport de haut niveau, les plans changent constamment. Il arrive des blessures, là, une pandémie. Il faut tout le temps adapter. Puis c'est la même chose en entrepreneuriat. C'est tellement difficile de prédire ce qui va arriver dans le futur que c'est cool que c'est vraiment un skill que tu as besoin dans les deux, là, en coaching comme en entrepreneuriat. Puis justement, ça m'amène à la prochaine question. Tu aurais quoi comme conseil, toi, pour quelqu'un qui veut commencer en coaching ou en business? Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes beaucoup, mais vraiment beaucoup. Puis, si tu trouves quelque chose-là qui t'allume à ce point-là, tu n'auras jamais l'impression que tu vas au bureau travailler. Ouais. Tu vas toujours avoir l'impression que tu ne travailles pas. Puis, don't get me wrong, là, tu vas travailler probablement plus que tu n'aurais jamais pensé, mais cette perception-là de OK, je m'en vais faire mon projet, fait en sorte que tu es capable de passer à travers tellement d'obstacles, plein d'affaires qui font en sorte que tous les jours, puis honnêtement, là, ça n'a jamais été super facile. Là. C'est toujours plein de défis, là, on s'entend, mais je me suis rarement dit, comme dimanche soir, là, lundi, je vais travailler. Ah ouais. Ah, c'est cool. Je me souviens pas de m'être dit ça dans ma vie. Ouais. Puis en fait, c'est la même chose pour moi, c'est pour faire les heures à l'entraînement à chaque semaine, à chaque jour, puis c'est tout donner à chaque entraînement pour justement que ça soit une passion. C'est là que quand ça devient une job, c'est là que dans ta tête, ça change, puis ça devient de plus en plus dur. Puis toi, ça se voit comme quand je te vois au café ou quand je te vois sur le bord de la piscine, ça se voit que cette passion-là encore, puis ça t'allume, puis c'est pour ça que tu coaches depuis toutes ces années-là aussi. Je pense que oui. Ouais, c'est vraiment cool. C'est quoi ton plus grand rêve en coaching ou en business? Mais moi, évidemment, le coaching m'intéresse un peu plus. Ça serait quoi ton plus grand rêve? Bien, en 2012, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je voulais me prouver à moi que j'avais le know-how, que j'étais capable d'accompagner un athlète jusqu'au jeu. Je voulais
Je voulais pouvoir dire, OK, je sais assez bien mon métier pour pouvoir faire ça, puis permettre à un athlète de réaliser son rêve d'aller au jeu. OK. Après 2012, ça c'est drôle ça. Après 2012, ça a comme changé un peu. Donc, j'avais tout autant le désir de retourner au jeu, mais c'est un projet qui était complètement différent. Puis je pense que le projet qu'on a là, depuis 3 ans, c'est vraiment ça. Je voulais le faire d'une façon différente, avec une approche complètement différente de ce que j'étais habitué. Puis je pense que 2012 a initié ça. En 2012, j'ai travaillé avec Cathy qui avait 30 ans, qui était une professionnelle. Fait que mon rôle d'entraîneur était complètement différent. Il y a une grosse portion qui est du management. Puis là, je voulais pouvoir vivre ça sur une plus longue période de temps. Puis c'est exactement ce qu'on fait depuis 3 ans. Je considère que mon rôle d'entraîneur, il y a un mix avec plusieurs rôles, dont le rôle du manager, parce que à la fin de la journée, je me fie à toi pour me dire souvent quoi faire. Parce que je me fie à tes années d'expérience avec des squads internationales, avec des athlètes de très haut niveau pour me dire, tu sais, ça a marché, j'ai vraiment aimé ça, mais ça, c'était problématique quand je l'ai fait. Puis moi, ça me permet d'être le meilleur que je suis capable d'être comme coach, puis prendre ces éléments-là, puis bâtir le meilleur plan possible pour toi. Mais cette relation-là, elle est très privilégiée. Ouais. Puis je pense pas qu'elle va passer souvent. Fait que je la prends, puis tu sais, comme, I cherish that partnership, parce que c'est vraiment unique, ça. Puis, comment est-ce que la manière dont tu coaches a évolué de, mettons, Cathy, l'Olympienne, à moi, Amélie? Comment tu as évolué la manière dont tu coaches? Est-ce que tu coaches différemment? Est-ce que tu coaches encore de la même façon? Non. Ouais, c'est ça, on parlait. Ouais, c'est complètement différent, tu sais. Puis je pense qu'avec toi, ça s'est concrétisé parce qu'on a eu plus de temps. Tu sais, ça fait 3 ans, fait qu'on a eu la chance d'évoluer là-dedans. Ça se fait pas overnight, là, on s'entend. Là, tu sais, notre première année était différente de notre deuxième année, qui est différente de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis cette évolution-là, je pense que c'est un bel exemple de ça. Tu sais. Au début, il faut que tu apprennes à connaître ton athlète et vice-versa. Il faut qu'il apprenne à te connaître. Tu sais, l'entraîneur puis l'athlète, il faut qu'il apprenne à lâcher prise un petit peu. Puis c'est là qu'après ça, tu vois que ressort le meilleur des deux. C'est-à-dire, OK, là, tu as ce lien de confiance-là qui s'est bâti, puis là, cet échange-là fait en sorte que tu es capable de trouver des. Tu sais, on est toujours en mode solution. Puis je pense que cette année, tu sais, si on avait une année où est-ce qu'il fallait le tester, c'était bien cette année-là, tu sais, avec la pandémie. C'est cette année, je pense qu'on a été le meilleur parce qu'on a trouvé des solutions. Tu sais, on a trouvé des solutions à plein de défis. Puis c'est aussi niaiseux que, tu sais, très vite, tu m'as dit, hey, moi, là, c'est pas vrai que je vais faire des élastiques là, dans mon sous-sol. Là. Puis tu as trouvé la solution. Tu es arrivé avec, je vais mettre une piscine dans mon garage. Puis de là, on a trouvé que c'était hyper bénéfique parce qu'on a pu corriger certains éléments techniques, travailler certaines composantes. Mais ça, c'était initié par toi. Moi, je l'ai pris, puis je l'ai intégré, puis j'ai fait ma job de coach là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment particulier. Ça prend quelqu'un qui est ouvert d'esprit aussi, comme on en parlait plus tôt, quelqu'un qui n'a pas beaucoup qui n'a pas d'ego dans le sens qu'il ne veut pas tout contrôler, qui est ouvert d'esprit, puis toi, tu es super bon là-dedans, t'écoutes beaucoup ce que moi j'ai à dire. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a une relation vraiment spéciale, puis qui fait qu'on est capable de bâtir le meilleur plan d'entraînement pour moi, Amélie Crête, l'athlète, parce que tu es très ouvert, et on partage beaucoup. Bien, je pense que c'est la façon d'opérer avec un athlète de 27 ans qui est mature, qui est professionnel. Je pense que c'est pas la même chose quand tu travailles avec un athlète de développement où ta job en tant que coach, c'est de bâtir la fondation, puis c'est de bâtir le nécessaire pour que l'athlète, après ça, il puisse passer cette autre phase-là. Puis moi, j'ai toujours cru que si ma job était de développer un athlète, il fallait que je le prépare pour le prochain entraîneur qui, lui, sa job allait être de le faire performer au niveau international. Puis, si je fais bien mon travail, le prochain entraîneur va pouvoir exprimer le talent de cet athlète-là. Si je ne fais pas bien mon travail, bien, il va être pogné avec corriger des choses que je n'ai pas bien fait initialement. Fait que c'est des choses complètement différentes, mais moi, je voulais vivre, je pense, surtout avec mon âge puis le nombre d'années que je coach, je voulais vivre l'expérience un peu plus de ce qu'on a vécu, là, c'est vraiment de partnership, d'être un genre de coach et manager en même temps, là, si tu veux. Ouais, c'est cool. Puis je pense que,
plus je regarde dans le monde du triathlon, dans le sport en général, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont la chance d'avoir cette relation-là avec leur entraîneur, puis je me sens privilégiée qu'on a cette relation-là. Puis tu sais aussi, c'est de la famille quasiment pour moi, puis je pense que c'est un avantage de notre relation, c'est que je suis un livre ouvert pour toi, donc puis on est très honnête, on communique très bien, puis je pense que ça a vraiment des gros avantages pour moi personnellement. Ah, mais pour moi aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, ça a l'avantage d'être très transparent. Ouais. Tu sais, je sais à quoi m'attendre, puis avec le temps, ben, vu que tu es honnête, je suis capable de comprendre ça va bien, ça va pas bien, tu sais, comme. Puis de m'adapter à ça parce que ça fait partie du, tu sais, c'est un peu c'est l'idée en arrière du jeu, là, tu sais. Mais une des choses que tu as dit qui est super importante, c'est qu'on est devenu un peu comme de la famille, ben vraiment, c'est vraiment ça. Puis tu sais, moi là-dedans, tu sais, j'ai ma blonde, j'ai ma fille, j'implique des gens, tu sais, qui souvent vont comme sacrifier papa, sacrifier le chum, tu sais, là, moins cette année parce qu'on est moins partis, mais quand même. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, cette composante-là, elle devient de plus en plus, comme tu dis, puis tu sais, je connais tes parents, je connais ta mère, d'ailleurs, c'est moi qui coach ta mère. Fait que tu sais, fait que tu sais, non, mais c'est une composante qui est quand même différente. Ouais. Tu sais, ce qu'on a comme relation assez particulier, tu sais, fait que, mais d'un autre côté, moi, c'est ce que je trouve qui est cool. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. OK, ben en fait, je veux juste retourner un peu aussi vers le café, là, parce que, comme je dis, le café, le vélo, c'est. Ouais. Le café, il y a une grosse culture de café dans le vélo. Puis moi, j'aimerais avoir ton opinion. Pourquoi tu penses qu'il y a cette culture-là d'un café autour du vélo? Pourquoi les cyclistes sont aussi passionnés du café? Ouais. Ben, c'est tellement une bonne question à laquelle je vais essayer de répondre, OK? Je pense que, premièrement, la culture cycliste, c'est très européen à la base, OK? Puis je pense que les Européens, d'entrée de jeu, les Italiens, tout ça, ben, on le sait, ça fait des années, les Italiens, ça fait des années qu'ils boivent de l'espresso. Je pense que le café, ça a fait partie initialement un peu de l'ADN de ce sport-là. Puis au fil du temps, mais je pense que ça a comme pris de l'ampleur, puis de l'ampleur, puis de l'ampleur, à un point tel que ça a migré vers plein d'autres sports. À preuve, maintenant, les triathlètes, les joueurs de soccer, tous les sports professionnels ont comme cette affinité-là pour le café, le bon café. Okay? Et d'ailleurs, une des plus grandes marques de machines espresso au monde, qui s'appelle la marque Rocket, bien, initialement, c'était cofondé avec un des cofondateurs, c'est un ancien cycliste professionnel. Okay. Je pense qu'il est néo-zélandais, puis il a bâti cette marque-là, puis il l'a positionné dans le monde du vélo. Fait que tous les cyclistes pros, quand ils signent des contrats de pro team, bien, comme Rocket, c'est comme, pour eux autres, ça fait partie de leur environnement. C'est comme leur bike, ça leur prend une Rocket, tu sais. Puis ça a tellement eu un gros effet un trickle effect que maintenant, les gens dans le vélo, point. Ouais. C'est comme, ça va prendre j'ai mon argon, puis je vais avoir ma Rocket. Ouais. Ben, Puis c'est vraiment ça, là. Ouais. Ouais, moi, c'est la même chose pour moi, tu sais. On s'en parle souvent, là, oui. une Rocket, là. Ouais. Je pense que c'est exact. C'est là, d'aller rouler en groupe, puis de finir un café ou juste commencer une ride par, on s'assoit tous ensemble, on déguste un café, puis là, on est prêt à partir pour une longue ride, là. Je pense que il y a vraiment quelque chose autour du café qui est rassembleur, là. C'est exactement ça. Puis au fil du temps, tu sais, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, puis je pense que on le voit maintenant. Puis après, nous, on a eu un gros programme d'ambassadeurs, tu sais, depuis plusieurs années, puis on a on a aidé des athlètes dans tous les sports confondus, tu sais, des boxeurs, des judokas, tu sais, des nageurs, des patineurs de vitesse courte piste. Puis on l'a fait de différentes façons au fil du temps. Au début, on l'a fait beaucoup avec des communications marketing parce qu'on avait aussi une agence. Puis éventuellement, on a développé le programme ambassadeur avec du café. Puis on a fait des cafés à l'effigie des athlètes. Puis là, maintenant, ton café reste encore le café qu'on vend à ton effigie, puis qui fait partie d'une forme de levée de fonds. Fait que, tu sais, au fil du temps, puis honnêtement, on s'est rendu compte de ça parce que les athlètes, en général, ils venaient vers la marque.
Tu sais, hey, tu sais, pour du café ou pour jaser de café. C'est encore ça aujourd'hui. Fait que nous autres, on s'est dit, ah, c'est tellement cool. Tu sais, on va comme essayer d'aider le plus d'athlètes possible. Puis, c'était facile pour nous parce qu'un des cofondateurs vient de ce domaine-là. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait partie de l'ADN. Tu le sais, hein, on a bâti dans notre nouvel endroit un gym exprès pour nos athlètes. Tu sais, toi, quand tu es à Montréal, tu viens t'entraîner au gym. Ouais. Puis on veut que ça fasse partie de la culture d'entreprise. Tu viens, tout le monde te connaît en avant, tu viens t'entraîner, après ça, tu vas prendre un café en avant. Tu sais, ça, pour nous, c'est tellement, tellement important. Puis je pense qu'on a réussi à bien le communiquer, ça, puis à bien partager cette passion-là. Puis ce que je suis le plus fier, c'est que nos anciens ambassadeurs, tu sais, qui ont arrêté le sport, bien, ils reviennent à la marque, ils promouvoient la marque, c'est des clients de la marque. Moi, ça, là, je ne peux pas t'expliquer à quel point ça me rend fier, ça. Mais ouais, c'est tellement cool que, ouais, c'est comme tu dis, que ce que vous avez bâti autour de votre brand, comment vous êtes associé avec des athlètes, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, genre, quand je dis à quelqu'un, un athlète d'ailleurs dans le monde, que moi, je suis commanditée ou je suis supportée par une compagnie de café, puis je leur fais goûter au café, tout le monde est jaloux, là. Puis, en plus, ça fait, tout le monde, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas le café, puis qui n'aime pas le bon café. Donc, c'est toujours un hit, là. C'est jamais, c'est vraiment cool. Je change un peu de sujet du café, mais je reste dans le sujet du vélo. Toi, Alex, tu vas aimer cette question-là. T'as comme recommencé le vélo dernièrement. J'aimerais que tu m'en parles un peu de ton histoire avec le vélo. Pourquoi tu as d'un coup renoué avec le vélo? OK. Bon, tant qu'à faire. On va raconter l'histoire. Donc, on va en parler. Ah oui, OK. Fait que, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à te coacher, on est allé faire une course à un moment donné en Floride. Puis, on avait des intervalles à faire. C'était pas des gros intervalles. Puis, dans ton Airbnb, il y avait comme un vieux mountain bike. Puis tu sais, je vais te suivre, tu sais. Puis, j'étais tellement pas en forme, mais tellement pas en forme. C'était épouvantable. Puis, j'en ai vraiment bavé pendant cette session-là de vélo. Mais tu sais, à ma défense, le vélo, on s'entend, la roue était croche. Puis tout, les freins frottaient, là. Les freins frottaient, fait que bon. Mais quand même, j'ai dit, OK, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai que je vais être en si mauvaise shape que ça. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais commencer à refaire un peu de vélo, mais dans le prétexte puis je trouvais ça cool, je vais pouvoir suivre les sessions de course à pied. Parce que moi, j'ai ça, coacher de la course à pied. Tu sais, on fait des kilos, puis je te revois pas avant 4 minutes, puis je vois rien, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que je me suis remis tranquillement pas vite au vélo de façon à pouvoir suivre mes coureurs. Puis je te dirais que c'était mon niveau de forme physique initiale. Mais pour une raison quelconque, j'ai comme recommencé à aimer faire du vélo. Puis ça m'a amené à faire un petit peu de vélo chalet, faire un petit peu de mountain bike. Puis là, maintenant, honnêtement, ça fait partie, j'ai comme renoué avec le vélo. Fait que là, je veux un mountain bike. Là, ça va me prendre absolument un dark matter. Tu sais, tout le monde a besoin d'un dark matter. Là, je veux dire, on s'entend. C'est tellement un cool bike. Fait que c'est grâce à toi, Amélie, que je me suis remis au vélo. Ah, c'est cool. Puis, c'est vraiment cool. C'est vraiment même que maintenant, t'as ton vélo sur le trainer dans ton sous-sol, puis t'en fais régulièrement, là, puis ça, t'es passé de, comme quand t'as commencé à coacher, tu roulais pas du tout. Non. Puis là, après, tu t'es acheté un vélo électrique, puis ça n'a pas duré longtemps que tu t'es dit, non, moi, je vais me mettre en forme, puis faire du vrai, pas que c'est pas un vrai vélo, mais tu veux vraiment un autre challenge, un autre défi. C'est sûr que t'as commencé à rouler le vélo de gravel, puis non, c'est vraiment cool, comme tu as redécouvert une passion un peu pour le vélo, là, puis maintenant, tu sais, au chalet, tu y vas l'hiver dehors, moi, je cherchais sur le vélo quand il fait froid comme ça, là, fait que c'est vraiment cool. Tu vois que vraiment, tu as recommencé à vraiment aimer le vélo, c'est vraiment cool. Non, c'est là. Puis même ma blonde, elle me dit, là, calme-toi, parce que là, tu sais, cet hiver, je voulais m'acheter un fat bike. Puis là, changer mon. Ouais, là, non. Fait que là, je me parle, mais j'ai quand même, dans le studio, j'ai quand même un go pour le commute. Tu sais, nous, on a un vélo, là. Ça, c'est vraiment cool. Ce vélo-là, c'est un vélo de commute. Fait qu'il est dans le gym. Fait que n'importe quel staff qui en a besoin, il peut utiliser le vélo. Ouais, cool. Fait que honnêtement, j'ai redécouvert le vélo, puis tu sais,
je me cache pas, là, grâce à toi, mais je vais toujours me souvenir de cette session de course à pied-là, là, moi aussi. épouvantable. Avant Devance, ça allait vite, là. Ouais, ouais, après, Ouais. 2 jours plus tard, je pense qu'on j'ai gagné la course, fait que Ben oui, c'est ça ça. ça a Fait que valu la là, peine, là. ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben, on tire un peu vers la fin du podcast, mais avant de finir, moi, j'ai des questions rapides à te poser. OK, Bon? OK, ça, c'est cool. Oui, C'est quoi ton go-to café? C'est quoi ton café préféré, ta commande de café? Cortado. Cortado, toujours. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que j'aime une petite touche de lait. Mm. J'aime un peu de lait, mais j'aime le goût du café. J'aime que le café s'exprime. Fait que c'est comme un bébé latte, hein. Fait que c'est comme le meilleur des mondes, si tu veux. Sucré ou pas sucré, le café? Bon, une petite pointe de sucre, si possible, peut-être un peu de sirop d'érable, ça, j'aime bien ça. Cool. C'est quoi ta nourriture préférée? Ah, j'en ai plusieurs, mais c'est tout dans le même registre. Donc, ça va de la pizza aux chicken wings, au brisket que je suis pas capable de faire moi-même. Cool. Je suis un fan fini de barbecue. Ouais, ouais, ça on le sait, là. T'as vraiment une passion pour. C'est ton plan de retraite. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Cool. Devenir un pitmaster. Ouais, chat ou chien? Chien. Chien. TT, Ouais. route ou gravel? Ah! Gravel, Gravel. gravel. Ouais, ouais. Ta Ouais, ouais. saison préférée? Je te dirais que c'est l'été, parce que le froid, ouf, je trouve ça rough. Je Ouais. pense qu'avec l'âge, c'est de plus en plus rough. Malgré qu'au chalet, c'est moins pire, je pense, le froid. Je pense que c'est le froid de la ville un peu humide que. Ouais. Parce qu'au chalet, je peux faire de l'activité, je peux faire du ski. Fait que, fait que je profite de l'hiver, mettons. Mais honnêtement, je suis vraiment été. Été. Cool, ouais. Puis, tu Ouais. sais, évidemment, l'été, tu peux sortir plus souvent rouler là, dehors. Ben oui, ben Les oui, journées ben sont plus oui. longues. Puis, en fait, moi, mon moment préféré de la journée pour aller rouler, c'est quand le soleil commence à tomber. Mm. Puis, Ouais, comme c'est vraiment paisible, là, puis c'est sur ton vélo, ouais, il y a pas grand feeling qui bat ça, là, d'après moi. ouais. T'es vin ou bière? Bière. Bière. C'est quoi ta Ouais. place préférée dans le monde? J'aime vraiment pas voyager. C'est une des affaires que, tu vois, c'est surprenant, hein? J'aime vraiment pas voyager. Fait que je serais tenté de te dire, ma place préférée dans le monde, c'est chez nous. OK, cool. Puis ta place Ouais. préférée, mettons, pour coacher ou ouais, pour coacher. Ah, ouais. Ben, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Floride, mais j'aime aussi beaucoup l'Arizona. OK, cool. Ouais. Ton meilleur moment en coaching? J'en ai plein. Ouais. Honnêtement, j'en ai plein. Le premier C'est sûr que, tu en tête. sais, comment? Le premier qui te vient en tête. Ça n'a pas besoin d'être avec moi, tu sais, je ne serai pas insultée. Non, non, c'est super simple. Quand on a reçu la sélection pour les Jeux en 2012. OK, cool. Ouais. Comment tu voudrais que le monde se rappelle de toi en tant que coach? Que j'ai marqué positivement leur vie après le sport. OK. Parce que on coach des individus qui vont être des leaders de demain. Fait qu'on coach des futurs médecins, des futurs entrepreneurs, des architectes, des mamans, des papas. Puis je pense que le sport de haut niveau, je pense que c'est une des meilleures écoles pour la prochaine étape d'une vie. Ouais, je suis d'accord. Très cool. Puis, ma dernière question, sur mon vélo, moi, il est écrit Ride your element. Être dans ton élément, tu sais, Mm. rouler ton élément. C'est quoi être dans ton élément, toi, Alex? Où est-ce que tu es le mieux? Que tu es comme, tu te sens comme, ouais, c'est ça, dans ton élément. Ouais. Sur le deck. Ben, sur le deck étant, tu sais, quand je suis dans un endroit où je coach, ou c'est drôle à dire parce que, tu sais, je chapeaute un département de marketing au sein de ma marque. Puis au fil des ans, je suis tombé en amour avec le web. Puis j'ai développé une expertise, puis tu sais, c'est vraiment ça, là. Mm. Fait que c'est devenu le deuxième endroit où je me sens aussi bien que quand je coach. OK. Tu sais, là, on a une mezzanine sur le coffee shop où se trouve le département de marketing. Puis dans la mezzanine, je me retrouve comme au même endroit, au même feeling que quand je coach. Tu sais, j'ai ce sentiment-là d'accomplir quelque chose, puis honnêtement, c'est arrivé avec le temps. Ça a pris un peu de temps parce que tu sais, je viens du coaching, fait que ça a pris du temps, cette autre partie-là. Mais maintenant, je suis très heureux de pouvoir dire que c'est deux endroits où je me sens, je te dirais, compétent. Là.
Ouais, puis c'est cool parce que on peut vraiment sentir ta passion que tu as pour le coaching et l'entrepreneuriat quand tu dis que c'est vraiment là que tu es dans ton élément. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Alex, d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça a été vraiment fait plaisir. de pouvoir te parler. C'est vraiment différent des conversations qu'on a normalement. C'est vraiment cool de pouvoir encore plus apprendre à se connaître, même si on se connaît très bien déjà. Donc, c'était vraiment cool. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ben, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Je suis Amélie Crête. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Amélie Crête, ou sur ma page Facebook, Amélie Crête Triathlète. Merci Argon pour la belle initiative. Puis j'attends vraiment avec impatience les prochaines séries du podcast This is my ride dans 10. Bonne fin de journée!